Cette fois, nous allons fabriquer une table à manger originale à laquelle on peut asseoir des invités indésirables, une montagne de difficultés, de la vaisselle cassée, un seau d'époxy. J'ai décidé de faire le plateau de la table en chêne vieilli. Ce n'est pas un choix anodin car la table sera ensuite dressée avec de la vaisselle et des couverts blancs. Et le blanc sur le noir, c'est un classique et ça devrait bien rendre. En fait, ce projet a commencé il y a plus d'1 an, ce qui se voit d'ailleurs à la rénovation inachevée de l'atelier et au manque de la plupart des outils. Comme vous l'avez compris, une scie plongeante avec rail, nous n'en avions pas à l'époque. Et en fait, cette vidéo montre parfaitement qu'il n'est pas nécessaire d'avoir tout un tas d'équipements sophistiqués pour se lancer. Donc, nous n'avions pas de scie à onglet radial et nous avons résolu ce problème à l'aide d'une règle de maçon. C'est ainsi que nous coupons les plateaux dans le sens de la longueur. Selon l'idée, un bord sera naturel et le plateau de la table sera collé à partir de 2 parties. Avant de passer les planches à la raboteuse, nous éliminons les irrégularités à l'aide d'un rabot manuel. Et une fois que nous avons un côté plus ou moins droit, nous passons à la raboteuse pour amener les pièces à la perfection. Grâce à l'arbre hélicoïdal, équipé de 138 couteaux, cela se fait sans aucun problème et ce, très aisément. L'étape suivante consiste à assembler les 2 planches entre elles. À l'aide d'une fraise, communément appelée queue d'aronde, nous réalisons une rainure en nous appuyant sur ces gabarits faits maison. Et cela à 3 endroits. Après 1 heure de travail, nous obtenons cette rainure qui permettra de stabiliser et de sécuriser le plateau contre toute déformation future. Pour coller parfaitement 2 planches ensemble, il faut une surface parfaitement préparée, ce dont nous ne pouvions pas nous vanter après la scie circulaire. Nous allons donc niveler l'extrémité à l'aide d'une défonceuse manuelle en partant de la même règle de construction. Et ici, vous pouvez clairement voir notre idée et notre schéma. Nous devons maintenant créer un élément de comptoir qui reliera les 2 parties. Pour cela, nous utilisons la même fraise et, à partir de tasseaux de chêne, nous fabriquons des éléments de connexion en queue d'aronde. Mais ce n'est pas si simple. Le bois est un matériau vivant. Avec les variations de température, d'humidité et même simplement avec le temps, de telles planches larges vont se déformer. C'est justement pour cela que nous réalisons ce type d'assemblage, qui permettra de les maintenir à plat. Mais pour que le bois puisse bouger un peu en largeur, ce qui arrivera inévitablement avec le temps, c'est précisément pour cela que nous enduisons les traverses de cire. Sinon, plus tard, de la résine époxy pourrait s'y infiltrer et les coller définitivement au plateau, ce qui ne nous convient pas du tout.
final, nous obtenons ainsi une connexion ingénieuse qui empêchera le panneau de se déformer, tout en laissant au plateau le droit de se rétracter et de subir d'autres processus naturels. L'étape suivante consiste enfin à coller le panneau. Et là, je peux vous dire que nous avons vraiment transpiré. En fait, il faisait très chaud dehors et la colle prenait très rapidement. Même avec la cire, les assemblages entraient très serrés dans la rainure, et la colle continuait de prendre rapidement. Au final, toute l'opération a failli échouer, ce qui se voit d'ailleurs sur nos visages. Mais grâce au serre-joint pratique, tout s'est bien passé et la colle est ressortie uniformément sur tout le pourtour, ce qui est le signe d'un collage réussi. Après quelques heures, la colle a séché et nous passons à l'étape suivante. À ce moment-là, nous n'avions pas de CNC avec une grande surface de travail, donc nous avons rapidement fabriqué un dispositif très simple. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer le principe de son fonctionnement. Cela prouve encore une fois que le plus important c'est la volonté, et qu'on trouve toujours une solution. Au final, après 1 heure de travail, nous avons obtenu ces niches. Un peu plus tard, vous comprendrez pourquoi nous les avons fabriquées. En attendant, nous tronçonnons grossièrement le plateau à l'aide d'une scie sauteuse. Le piétement sera également réalisé en chaîne fumée. Pour cela, nous découpons les pièces aux dimensions nécessaires. D'abord à la scie circulaire, puis à l'aide d'une raboteuse, nous perfectionnons les surfaces et la géométrie jusqu'à l'idéal. C'est un matériau rare et précieux, et comme nous en avions une quantité limitée, nous avons décidé d'effectuer la découpe suivante à la scie à ruban, car l'épaisseur de la lame est bien inférieure à celle d'une lame de scie circulaire. Ces millimètres étaient importants pour nous permettre d'obtenir la dimension souhaitée. Bien sûr, la scie à ruban laisse des traces, c'est pourquoi nous enlevons littéralement 1 mm à l'aide de la raboteuse. Les 2 jours suivants ont été consacrés à l'ajustement et tous les assemblages, alors que pour vous cela ne prend que quelques minutes. La suite au prochain épisode, pour la suite bientôt.
final, nous avons obtenu cette construction, légère, soignée, mais en même temps très rigide. Et maintenant, passons à la partie la plus intéressante. Occupons-nous de la décoration. Comme vous vous en souvenez, un des bords de la table est resté avec un bord naturel. C'est pourquoi nous découpons les assiettes en nous basant sur la forme du bord. Mais là non plus, ce n'est pas si simple. Il s'est avéré que les assiettes en verre ne veulent pas vraiment être découpées. En revanche, elles se cassent très facilement. Quant aux assiettes en céramique, elles se découpent sans problème, comme vous pouvez le voir à l'écran. À l'aide d'un crayon, nous marquons l'endroit où l'assiette doit se trouver, ou plutôt ce qu'il en reste. Puis nous faisons une petite excavation à l'aide d'une perceuse et de ciseaux à bois. Au final, je veux obtenir cet effet comme si les assiettes et les couverts émergèrent du bois. Un peu de patience, et vous comprendrez de quoi je parle. Une fois la résine mélangée, nous installons le coffrage. Afin d'éviter les poches d'air, nous avons décidé de couler cette partie de la table en position verticale. Nous versons la première couche en tant que couche d'après. Le lendemain, une fois la résine sèche, j'ai mélangé 10 kg de résine appelée Monolith 5 de chez Artling. C'est une excellente composition pour les coulées massives. Elle polymérise en 7 jours et pendant ce temps, toutes les bulles d'air s'échappent d'elles-mêmes. Après une semaine, nous retirons le coffrage avec impatience. Dans l'ensemble, tout s'est passé comme prévu. Et ces traces de ruban adhésif seront poncées lors de la finition finale, mais nous nous en occuperons un peu plus tard. Il ne reste plus qu'à décorer le côté opposé. La première chose à faire est d'apprêter les niches. Pour cela, j'utilise une résine appelée Crystal Epoxy. Elle sèche en 24 heures et c'est une excellente option pour la couche d'après. Le lendemain, préparons la table et versons la résine. Les niches remplies jusqu'en haut avec la même composition Monolith 5. Après une semaine, l'atelier ressemble davantage au pôle Nord avec une tempête de neige. C'est exactement ainsi que l'on travaille l'époxy. Ce n'est pas le processus le plus agréable, mais après une journée de ponçage, nous obtenons ce résultat qu'il ne reste plus qu'à fixer avec du vernis. La partie inférieure du plateau, je la recouvre d'un vernis mat afin de créer une sorte de sous-couche. Oui, et d'ailleurs, pour être honnête, je n'aime pas trop le brillant. Mais pour la face avant, j'ai décidé d'appliquer un vernis semi-mat.
C'est pratique et dans l'ensemble, cela permet de bien voir la résine. Votre avis à ce sujet m'intéresse beaucoup. Mat, brillant ou semi-mat? J'attends votre avis dans les commentaires.